Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les briques de la performance sur la maison tennis et aujourd'hui une brique très importante pour moi, la préparation mentale. Il y a 1 million de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire sur la préparation mentale que j'ai déjà fait 2 calendriers de l'avant que sur la préparation mentale, donc plus de 50 vidéos déjà dédiées à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir plus en détail. Tout d'abord, une petite définition, qu'est-ce que la préparation mentale? La préparation mentale, ce sont la standardisation des techniques pour développer les qualités mentales. Et moi, ce que j'adore rajouter dans cette définition, c'est tout en favorisant l'autonomie de l'athlète et favoriser le plaisir. Parce que moi, j'aime pas dire le mec est fort mentalement s'il est malheureux et qu'ensuite il fait une dépression et qu'il a envie d'arrêter le tennis. La préparation mentale, c'est aussi ça, c'est la motivation, c'est l'envie de jouer au tennis. Et pour moi, l'envie, elle passe par le plaisir. Il n'y a pas que le plaisir dans la préparation mentale, évidemment. Il y a des fois où on dit, il faut pas se faire plaisir, il faut se bouger. Mais voilà, ça fait quand même partie intégrante. Si on n'a pas du tout de plaisir dans la pratique, pour moi, c'est pas du tout bon. Donc, une grande notion de plaisir. Et bien sûr, d'autonomie. On a tous notre éthique. On n'est pas là pour rendre les gens dépendants de nous, mais pour qu'ils puissent s'autogérer eux-mêmes. Dans un objectif de performance, d'optimisation de la performance. Donc, on parle vraiment préparation mentale de performance, contrairement à la psychologie du sport, où la psychologie du sport est, elle, centrée vraiment sur plaisir. Et si on dit à l'athlète, t'arrêtes le sport, il arrête le sport. La préparation mentale, c'est un objectif. J'ai tel objectif. La préparation psychologique, c'est plus à long terme. Il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment à long terme. Il y en a une, c'est un peu plus des techniques, alors que l'autre, c'est plus des parler, écouter le ressenti de l'athlète pour qu'il s'exprime verbalement, etc. C'est des caricatures, mais voilà en gros les différences. Caricature parce qu'évidemment dans la préparation mentale, moi j'aime bien avoir, comme je viens de dire, le bien-être du sportif, ça reste important, même si l'objectif c'est la performance. Alors la préparation mentale, c'est pas quelque chose d'objectif où il y a une science qui est faite et que il y a des règles et que tout le monde doit respecter les mêmes règles. En fait, chaque personne peut avoir sa propre préparation mentale, chacun peut dire des choses différentes, chaque préparateur mental d'ailleurs dit des choses différentes. C'est ça qui est un peu perturbant. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment présenter ce qui ressort. Évidemment, il y a plein d'autres techniques qui existent. On peut pas penser à tout, mais voilà, l'idée c'est de présenter ce qui ressort et ce qui se fait majoritairement. Alors, quelles sont les qualités mentales principalement reconnues? Eh bien, déjà, on va parler de motivation. La motivation, c'est extrêmement dur à définir, mais en gros, voilà, c'est l'engagement de l'athlète. C'est est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Alors moi, donc la motivation, il y a des théories vraiment scientifiques qui existent, il y a d'autres théories, etc. Moi, j'aime bien retenir la théorie de c'est envie, implication, satisfaction. Tout le monde dit la motivation, c'est l'envie. Est-ce que j'ai suffisamment envie pour j'ai du désir, donc ça passe par la fixation des objectifs. Quels sont mes désirs? Ensuite, il y a l'implication. L'implication, c'est quoi? C'est à quoi est-ce que je suis prêt à m'engager? Ah oui, j'ai envie de faire ça, puis dès que c'est trop difficile, j'abandonne. On dit il n'était pas très motivé. Alors que le mec qui c'est hyper dur, il galère et tout, mais il continue parce qu'il a envie d'atteindre quelque chose, on dit le mec est ultra motivé. Donc l'implication, c'est le fait de s'engager dans une activité malgré les obstacles. Donc l'envie de départ, l'engagement, l'implication, et ensuite il y a la satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? C'est j'ai réussi, je suis content, ou je suis frustré, je repars sur un nouvel objectif. S'il n'y a pas ce cycle de plaisir, frustration, ça ne sert à rien, en fait, tout ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment, j'ai fait quelque chose, je suis satisfait. Et c'est cette satisfaction qui va me pousser à faire autre chose. Parce que grâce à cette satisfaction, j'aurai envie de faire autre chose. Parce que quand on a envie, on sait qu'il y aura la satisfaction qui va arriver. S'il n'y a jamais de satisfaction, on n'a pas d'envie, en fait. L'envie, c'est parce qu'on sait qu'il y a une satisfaction qui va arriver. Donc, il faut nourrir cette satisfaction. Évidemment, elle n'est pas toujours réussie. Des fois, on se loupe sur un objectif, ou on a réussi l'objectif et on se rend compte qu'en fait, c'était pas ça qu'on voulait. Donc, la frustration qui fait que je suis frustré, du coup, ça me donne un autre objectif, une autre envie. Donc voilà pour la motivation. Il y a ensuite toutes les théories de la concentration. La concentration, il y a plusieurs choses à dire. J'ai pas envie de m'étendre trop longtemps. Je vais rester sur l'attention. C'est la capacité de focaliser intentionnellement son attention sur quelque chose. Donc en général sur la balle, sur l'adversaire, etc. Sur notre stratégie justement. Ça peut être sur notre technique à l'entraînement. Donc la capacité d'attention et puis bien sûr de résister aux distractions et au temps. Plus on fatigue, plus la durée allonge, plus on a du mal à rester concentré. Puis bien sûr, il y a des distractions, on a du mal à rester concentré parce qu'il y a du bruit autour, etc. Dans la concentration, il y a aussi la capacité de traitement du cerveau cognitif, le fait de traiter les informations. Plus on est capable de traiter un grand nombre d'infos, plus on va pouvoir donner la bonne réponse. Donc il y a aussi cette capacité-là qui rentre en jeu. Après, il y a bien sûr la gestion des émotions. Alors là, voilà, c'est hyper long. Il y a des théories qui existent encore, mais je pense qu'elles ne sont pas complètes. Et nous, les émotions principales du joueur de tennis, c'est la peur. Donc, on parle d'anxiété. Donc, il y a la peur au niveau du cerveau. C'est souvent tout ce qui est pensée négative.
Donc on va parler de dialogue interne à ce moment-là, de respiration, de relaxation, etc. De gestion de l'objectif pour changer un peu notre perception de l'événement. Et puis il y a la peur qui se traduit physiquement. C'est tout ce qui est mal au ventre, la gorge nouée, la main moite, etc. Donc tous ces aspects physiologiques. Et là, c'est beaucoup plus des techniques corporelles pour justement calmer le corps. Ça peut être aussi des techniques, bien sûr, dialogue interne, hein, parce que si tout d'un coup tu relativises l'événement, et ben d'un coup le corps va se calmer. On sait que le corps et l'esprit sont liés. Donc voilà, gérer en même temps l'esprit, mais aussi par des techniques corporelles. Ensuite, au niveau de la peur, il y a bien sûr, après la peur, il y a la colère. On sait que les joueurs de tennis sont très en colère. Il y en a, ils fracassent leur raquette. On a du mal à gérer l'échec, en fait. C'est la gestion de l'échec dans la société qui intervient. Et c'est une notion très intéressante. Il y a aussi la notion de frustration. C'est un peu lié. Pour moi, la frustration et la colère sont liées, mais j'aime bien quand même rester sur la notion de frustration, car un joueur qui est... En fait, la frustration est à double tranchant. C'est elle qui nous permet d'être motivé et d'avancer. Si on n'est pas frustré, on va pas être motivé. Donc, il faut être frustré. Mais d'un autre côté, il faut pas être frustré au point de je perds un point, je fracasse ma raquette, j'ai plus envie de jouer, j'ai envie d'arrêter le tennis, etc. Il va y avoir une frustration saine. Et c'est ça qui est très difficile, c'est trouver le juste milieu. Je suis pas frustré, ben en fait, j'ai pas de motivation, je sais pas pourquoi je suis là. J'ai pas envie de jouer en fait. Et je suis trop frustré, ben en fait, je suis énervé. Donc, c'est très difficile à gérer. Voilà, c'est vrai qu'on parle souvent des émotions négatives, hein, très intéressant. J'ai vu un commentaire qui me disait et les émotions positives. Alors effectivement, pour moi, les émotions positives, c'est une réponse, c'est une solution. Là, on parle de problèmes qui nous arrivent, hein, voilà, à gérer, mais il y a aussi la solution de, oui, quand on prend du plaisir, c'est tout l'enjeu de ma chaîne, prendre du plaisir, vous le savez. Donc voilà, la joie est une émotion très importante et il faut voilà la travailler. Voilà pour les émotions les plus importantes au tennis. Après, il y a aussi la gestion de l'énergie. Donc, la gestion de l'énergie, c'est quoi? C'est activation, relaxation. En gros, il faut être capable de moduler son niveau d'énergie. Des fois, on est trop mou et c'est un point important. Il faut se motiver, dire allez, allez, on se bouge. Et du coup, on augmente son niveau d'énergie et on fait face à la situation. Inversement, des fois, on est trop excité, trop énervé, etc. Du coup, il faut rabaisser son niveau d'énergie. C'est vraiment les deux tendances de base avec la gestion de la respiration, hein, inspiration, expiration. C'est grâce à la respiration qu'on va gérer son niveau d'activation et avec le dialogue interne et l'imagerie. Mais j'aime bien aussi savoir que dans chaque mode, il y a un positif, un négatif. Quand on est trop mou, le négatif, c'est bon, on est trop mou, on n'a pas envie, on n'est pas efficace. Et le positif, c'est Roger Federer, hyper zen, impassible, toujours serein, peu importe la situation. Ça, c'est le côté positif du calme, et il y a le côté négatif, trop mou. À l'inverse, quand on a une énergie hyper haute, positif et négatif, l'énergie négative, c'est je perds mes nerfs, je fracasse ma raquette, je suis en colère, voilà, je ne sais pas gérer et je perds mes moyens, tout simplement. Attention, s'énerver, ça peut aussi être une stratégie. On voit que Djoko et McEnroe sont maîtres en la matière. Quand ils sont énervés, eux, ça les aide. Au contraire, et pour eux, ce n'est pas négatif. Donc c'est une stratégie. Mais là, je parle bien de perdre ses moyens. Et ensuite, le côté positif. Donc c'est soit voilà les gens qui sont comme Djoko, qui sont capables de s'énerver de manière positive. Mais il y a aussi, moi ce que j'aime bien l'image, c'est de Nadal qui serre le poing toutes les 2 secondes, les Alcaraz, voilà, qui montrent une énergie débordante, qui sourit face à l'enjeu, etc. Mais qui garde une énergie quand même assez haute. C'est une notion très intéressante, l'énergie. Moi j'adore double concept de personnalité. Hein. Chacun a sa propre personnalité et chacun doit gérer en fonction de ça. Il y a des gens introvertis, des gens extrovertis, etc. Ils ont besoin de garder une énergie basse, d'autres des énergies hautes. Évidemment, ça dépend du moment du match. Hein. Moi, je suis très calme la majorité du match et dans les points importants, je m'excite un peu. Donc, moment du match, personnalité. Et puis, il y a aussi, oui, c'est vrai que la durée du match. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit une fois, c'était Thomas Sankvist quand même, vous pouvez aller revoir la vidéo, qui avait dit, et je suis d'accord avec lui, je pense que plus on va vers des 5-7, des matchs très très longs de 5 heures, plus on est obligé de garder un peu en soi quand même. C'est très compliqué, on est plus en mode marathonien, alors que quand on fait des matchs très très courts de 1 heure, 1 heure et demie, et ben on peut au contraire s'exprimer beaucoup plus. C'est plutôt la notion de sprinter et voilà, d'exprimer ses émotions. J'aime bien cette notion. Et oui, il y a la notion du stress, la gestion du stress, ça rejoint la notion de peur. Voilà, et c'est connexe un peu à la psychologie, mais on en parle souvent en préparation mentale. C'est tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, etc. Et notamment la gestion des croyances. Donc là, c'est vrai que la confiance en soi, c'est une croyance en nos capacités. Alors que s'aimer, hein, l'amour de soi, c'est un peu différent. L'estime de soi, c'est un peu différent. Ça se rapproche plus de la psychologie, mais on en parle un peu en préparation mentale. Nous, on va rester vraiment sur les croyances, donc notre représentation du monde qui vont totalement changer nos comportements. On a une croyance dans nos têtes et ça va induire un comportement. Donc si un comportement est négatif ou qu'on cherche un comportement positif, il suffit tout simplement de changer ses croyances et de travailler sur ses pensées. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile que ça. Hein. Des fois, ça prend longtemps de réussir à changer une croyance. Il faut notamment identifier qu'on a une croyance négative alors qu'on ne veut pas changer. On sait que le comportement ne va pas, mais on ne veut pas changer nos croyances. C'est nous, en fait, c'est notre personnalité.
Donc très important, voilà, ce travail au niveau des croyances. Voilà en gros les principes de la préparation mentale classique. Encore une fois, je vous l'ai dit, il en existe des milliers, chacun a sa propre préparation mentale. Mais voilà, les grandes tendances qui se dégagent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vous, de la préparation mentale. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Hein. Tout le monde sait que la préparation mentale, c'est un facteur hyper important de la performance. Et pourtant, personne ne sait le travailler. C'est le gros paradoxe de la préparation mentale. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis préparateur mental depuis plus de 10 ans. Et voilà, j'espère vraiment que ça va continuer à se développer. Là, on commence tout doucement et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me laisser sur Tipeee un don, même 1 euro, ça me ferait plaisir. La petite piécette du prof de tennis, voilà, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, mettez-vous à la préparation mentale, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.